mesdames, messieurs, et bienvenue sur Luxe Forum, un forum de luxe pour traiter des questions d'actualité, des sujets qui vous concernent, des sujets qui nous concernent. En somme, mettre le doigt sur la plaie pour l'édification de tous. Alors aujourd'hui, nous parlons des festivités, sinon de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Pour cela, j'ai reçu sur ce plateau Madame Christella Ponza, elle est procureure de la République près le tribunal de commerce de Fontenoy, et Monsieur Félicien Billot, directeur d'école du Ferry. Bonsoir Monsieur Félicien. Bonsoir Madame la journaliste. Madame Ponza, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau. Merci bien. Comment vous sentez-vous? Très bien, je suis à Alors les l'aise. femmes sont à l'honneur, mais bon, Monsieur Billot, c'est un homme, alors il voudrait bien partager en fait. Pas de femmes sans hommes. Pas de femmes sans hommes. Alors aujourd'hui, c'est vrai que nous parlons de la célébration de la Journée internationale de la femme, des droits de la femme, mais nous allons prendre le thème international choisi par l'ONU, qui est l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Madame Ponza, comment circonscrire déjà de prime abord les festivités, sinon la Journée internationale des droits de la femme? Voilà. Déjà, j'ai aimé, Madame la journaliste, parce que quand vous avez pris la parole, vous avez bien précisé que la Journée internationale des droits de la femme, ce que les gens ignorent, les gens appellent ça Journée de la femme. Or, c'est la Journée internationale des droits de la femme, c'est une journée qui commémore ces femmes ouvrières-là, qui sont, malgré leur état, parce qu'aujourd'hui les ouvriers, ils ne sont pas au sommet de la société, mais malgré leur situation sociale, elles se sont levées pour le droit de vote. Et c'est par rapport à cela que nous, aujourd'hui, nous célébrons, nous commémorons la Journée internationale des droits de la femme, journée pendant laquelle nous devons réfléchir sur nos droits, essayer de balayer d'un revers de la main ce qui n'est pas bien concernant les discriminations et autres pour un avenir meilleur, comme le dit l'ONU. Alors donc les droits dont on parle lors de cette célébration, il s'agit de quoi exactement? Parce que même là, il y a un peu de confusion, on va dire. Au départ, historiquement, je viens de le rappeler, au départ, les droits, c'était le droit de vote. Les femmes ouvrières aux États-Unis d'Amérique, qui est aujourd'hui en état de droit, à l'époque, les femmes ne pouvaient pas voter. Donc, ces femmes ouvrières-là sont descendues dans la rue faire la grève pour qu'elles aient le droit de vote. Aujourd'hui, on ne parlerait pas de droit de vote, mais on parlera du droit en général, les droits fondamentaux. Le droit fondamental, c'est un droit qui permet à un individu de vivre de façon aisée. Par exemple, le droit d'aller et de venir, le droit à la santé, le droit à s'instruire, etc., etc. Donc, c'est des droits fondamentaux là qu'on doit discuter sur ces droits-là et voir si au niveau du Congo, nous avons suffisamment de droits. Sinon, on va essayer nous aussi de faire comme ces femmes ouvrières, là, descendre dans la rue pour revendiquer ce qui nous manque. Alors, Monsieur Billot, comment comprenez-vous la célébration de la Journée internationale des droits de la femme? Oui, c'est une journée qui est commémorée dans notre pays depuis très longtemps. Malheureusement, au lieu que la commémoration se passe dans le cadre de revendiquer certains droits, malheureusement, lorsque nous observons le comportement des femmes, elles s'adonnent tout de suite aux activités liées à la boisson, manger, danser. Elles ne s'instruisent pas. Ça devrait être un moment où la femme va s'édifier, va s'instruire pour mieux défendre ses droits. Il y en a qui ne les connaissent pas du tout. Mais on préfère aller célébrer dans les bars, dans les boîtes de nuit, au point même, quelquefois, d'avoir un comportement déviant. Et c'est regrettable. Alors, qu'est-ce que vous dites? Comment concevez-vous, sinon comment comprenez-vous le thème choisi par l'ONU pour cette année 2022, à savoir l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable? Ouais, égalité, encore, lorsqu'on dit égalité, ça ne veut pas dire que ce qu'on entend à la cité, que les femmes sont égales aux hommes. Et c'est une mauvaise façon de voir les choses. Lorsqu'on parle d'égalité, c'est-à-dire les droits, on ne doit pas traiter la personne par rapport à son sexe. Par exemple, je suis employeur, je ne peux pas payer en fonction du sexe pour un travail égal. Ça, c'est ce que les femmes doivent, par exemple, défendre. Je suis une femme, je suis médecin, je suis enseignante. Si je suis enseignante, femme, je dois avoir le même salaire qu'un enseignant. Donc un homme, ça, c'est un droit pour les femmes. Le droit à la santé, on ne peut pas être
traités en fonction de notre sexe. Je parlerai aussi des droits au niveau de l'embauche. Parce que certaines femmes sont défavorisées. Les hommes ou les entrepreneurs préfèrent recruter un homme au lieu d'une femme. Parce qu'on va se dire, d'ici quelque temps, c'est l'accouchement qui va passer par là, il faut donc remplacer, il faut payer les congés et tout ça. Normalement, une femme, pour travail égal, salaire égal, il faut accorder l'égalité des chances. Mais ça ne veut pas dire que les femmes doivent être au-dessus des hommes, par exemple, dans les foyers. Et il y en a qui se disent, aujourd'hui c'est notre journée, je ne prépare pas, c'est monsieur qui doit le faire. Non, ça je pense que c'est vrai que l'homme peut préparer, mais on n'attend pas que le 8 mars. Si madame se trouve fatiguée ce jour-là, c'est tout à fait normal pour les hommes qui ont cette capacité qu'elle fasse la cuisine pour la famille. Voilà, mais il ne s'agit pas d'inverser les rôles parce que la société, elle a des normes qui sont bien définies. Il y a ce qui relève du cadre de madame ou de la femme et ce qui est du ressort de l'homme. Donc, on n'inversera jamais. De manière culturelle même, l'homme, on le placera un peu au-dessus de la femme. Par exemple, au Congo, est-ce qu'une femme peut aller épouser un homme? Non, mais c'est toujours le contraire. Voilà. C'est l'homme qui doit toujours. Et dans la maison, l'homme est le chef de la femme. On ne dit pas qu'il est dictateur, mais il est le chef. La femme arrive comme pour l'accompagner, pour l'aider. Mais en aucun cas, la femme ne cherchera à être l'égale de l'homme. Ça veut dire que c'est elle aussi qui donne des ordres, c'est elle qui décide. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. La question de l'égalité entre l'homme et la femme reste une question tendancieuse, une question qui fait couler beaucoup d'encre. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport déjà à ce thème, l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable? L'égalité, déjà, c'est le fait de traiter deux personnes au même pied d'égalité, donc à la même enseigne. Alors, en droit congolais, au niveau professionnel, l'homme et la femme sont égaux. Nous avons la Constitution qui le confirme que tout être humain naît égaux. Mais nous avons une petite nuance qu'il faut relever. Le code de la famille désigne l'homme comme le chef de la famille. Donc, juridiquement parlant, l'égalité dont fait montre l'ONU aujourd'hui, dans le contexte congolais, c'est l'égalité professionnelle. Comme a dit M. Biot tout à l'heure, c'est l'égalité de chance. Donc la femme a le droit d'occuper les mêmes fonctions, que l'homme, a la possibilité d'aller dans les mêmes écoles que l'homme et vraiment, de façon générale, toutes les chances qu'on donne à l'homme, la femme peut en bénéficier. Mais dans le foyer, s'il vous plaît, le code de la famille dit que l'homme est le chef de la famille. Donc l'égalité dont l'ONU parle, c'est de cette égalité-là. Parce que l'ONU, justement, s'est aperçu peut-être de certaines discriminations. C'est à dessein qu'ils ont pris ce terme pour cette année. Ils sont aperçus de certaines discriminations, raison pour laquelle ils ont voulu rehausser encore le thème égalité pour un avenir, moi j'ai envie de dire durable. Ils ont dit durable, moi j'ai envie de dire meilleur. Parce qu'aujourd'hui, si l'homme et la femme sont égaux, on aura un avenir meilleur, à mon humble avis. Parce que la femme sera instruite au même niveau que l'homme, les choses vont aller à bon escient et l'avenir sera meilleur. Vous savez, aujourd'hui, les femmes se disent, écoutez, il y a beaucoup plus d'hommes qui font la mécanique, moins de femmes qui en font. Les hommes sont beaucoup plus, vous voyez, le gouvernement congolais aujourd'hui est déjà l'image même de ce que vont décrire certaines femmes. Il y a beaucoup plus d'hommes dans le gouvernement que de femmes. Est-ce que là déjà on peut décrier un fait, disons une inégalité? Moi je ne dirais pas inégalité. Pour moi l'égalité de chance c'est vrai qu'on doit se battre, nous les femmes on doit se battre à ce que on mérite. Parce que si on va dans le contexte parce qu'il faut respecter l'égalité, on mettra n'importe qui à n'importe quelle place. Les femmes, on a besoin qu'on soit compétentes. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, le gouvernement congolais a moins de femmes que d'hommes. Je ne dirais pas ça en termes d'inégalité, mais je dirais c'est le choix peut-être du gouverneur du Congo, du président de la République. Mais sinon, à mon humble avis, égalité, oui, compétence meilleure.
Donc qu'on mette les femmes qui peuvent être ministres à leur place pour qu'on parle enfin d'égalité. Mais si on crie à tout va égalité, égalité, mais après il n'y a pas de compétences, pourquoi je le dis, madame la journaliste? Vous remarquerez aujourd'hui que les filles ne vont pas loin à l'école. Nous commençons très bien, nous sommes excellentes à l'école primaire, au collège encore meilleur. Mais quand on arrive au lycée, surtout à l'université, la courbe se décroît. Et aujourd'hui, on veut être dans le gouvernement. Non, essayons d'abord de faire des efforts, nous femmes, relevons le défi, étudions au maximum, mettons la chance en fait de notre côté pour qu'à la longue, on ait les mêmes postes que les hommes et que ça soit un gouvernement égal au sens de l'ONU. Exactement. Voilà. Et oui, il y a certaines dispositions. Par exemple, on dit au gouvernement, autant de femmes, autant d'hommes. Moi, je ne partage pas cette position. Ça ne me gênerait pas, moi, de constater qu'il y a un gouvernement où il y a même plus de femmes et moins d'hommes. Ou un gouvernement où il n'y a que des femmes ou que d'hommes. Ce qu'on recherche, c'est la compétence, comme a dit Mme Kanza. C'est la compétence. Maintenant, sur certains métiers, madame, certains métiers exigent de la force. Par exemple, la mécanique. Certaines femmes, c'est vrai qu'il y a des femmes qui ont des corps d'hommes qui peuvent accéder à ces fonctions, mais pour d'autres, même prendre un petit seau de 10 litres, le porter sur 100 mètres, c'est un problème. Mais on ne va pas demander à une telle dame d'aller faire la mécanique, parce qu'il faut aller sous le camion, il faut aller par exemple faire la vulcanisation. Vous voyez l'énergie qu'il faut dépenser, qu'il faut déployer pour démonter un pneu, le refaire. Il y a certaines choses de toute façon. Depuis la création, sinon depuis que la nature a réglé le problème, il y a ce que les femmes ne peuvent pas faire. Maintenant, s'il se trouve quelques-unes, parce que du point de vue de leur développement physique, elles peuvent le faire. On a vu des femmes qui sont ceinture noire en karaté. Mais combien peuvent devenir ceinture noire en karaté? Voilà. Donc que les femmes ne se sentent pas toujours lésées. Qu'elles ne se sentent pas lésées, mais qu'elles se disent, c'est comme ça que la nature est faite. Nous sommes des femmes, s'il y a des choses qui nous sont accessibles, ben on y va. Si on ne peut pas, ben on reste dans notre rôle de femme. Voilà. Pour revenir à ce que M. Bio venait de dire, de ce que les femmes ne font pas la mécanique, moi je me dis que c'est parce qu'au Congo, la mécanique, elle est traditionnelle, elle est archaïque. Mais sinon, sous d'autres cieux, les femmes peuvent devenir mécaniciennes. L'essentiel, c'est qu'elles travaillent dans des bonnes conditions. On n'a pas besoin tout le temps de soulever des engins lourds. Hein. Les femmes peuvent donner des ordres, gérer des engins un peu numériques, mais ça ne se passe pas au Congo. Sinon, la femme peut faire mécanique et pourquoi pas aujourd'hui, on en voit hein, ceux qui travaillent dans les sociétés pétrolières. Il y a des mécaniciennes, il y a des électriciennes qui vont en mer aujourd'hui. Donc, Bon, la mécanique, c'est un exemple parmi tant d'autres. Oui. Il y a bien des métiers aujourd'hui qui sont beaucoup plus exercés par les hommes que les femmes. Parce que ça nécessite de la force. Problème, voilà, il y a aussi la force. La force. Il y a aussi peut-être la formation. Est-ce que les filles s'intéressent à ce genre de formation? oui, c'est peut-être l'intéressement. Voilà. Il y a quelques-unes. Réservé aux hommes. Quelques-unes voilà. que je vois, femmes mécaniciennes, chauffeurs par exemple. Oui. À Pointe-Noire, nous avons les bus. Oui. La loi ne dit pas qu'une femme ne peut pas être chauffeur de bus ou taximène. La loi ne l'interdit pas. Non, pas mais ce sont les femmes elles-mêmes qui s'excluent. Elles n'ont jamais osé. Elles n'ont jamais osé. Voilà. La loi congolaise n'interdit pas aux femmes de devenir chauffeurs de bus ou même contrôleurs de bus. Est-ce dire que c'est nous les hommes? Parce que souvent, les dames ont tendance à penser que ce sont nous les hommes qui essayons de vous piétiner. Alors que c'est elles-mêmes qui s'excluent, comme pour ce cas-là. Alors, nous avons un exemple partant hein, sur ce plateau, Madame Kanza, et je l'ai dit tantôt, elle est procureure de la République près du tribunal de commerce de Pointe-Noire. Alors, est-ce que ça a été facile pour elle d'en arriver là, en tant que femme? Est-ce que avoir déjà un partenaire qui vous accompagne dans ce sens, là aussi c'est un problème? Alors, Madame Kanza, qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que beaucoup de femmes qui nous suivent, peut-être aussi beaucoup d'hommes qui nous suivent peuvent dire, écoutez, certainement qu'elle a un parent, hein, et certainement qu'elle a eu un pion. Madame Kanza, vous êtes ici sur ce plateau. Quel est donc le message que vous pouvez apporter à ces femmes qui vous regardent et qui peut-être se disent que, voilà, elle a certainement un parent au niveau de la fonction? Ben donc, pour y arriver, il faut être déterminé. Il faut savoir d'abord ce que l'on veut et puis être déterminé. Voilà, si vous voulez, comme on dit, vouloir c'est pouvoir. Si vous voulez vraiment aller, vous allez y aller. Il nous manque de la détermination. Ce n'est pas toujours avoir un parent pour arriver à un certain niveau, pas du tout. C'est de la détermination et puis, comme on dit, hein, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Mais il faut d'abord
se battre, mouiller le maillot, être déterminé, avoir des bons rêves et puis le reste suit son cours. La question que beaucoup de gens peuvent se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de femmes qui ont fait la branche que vous avez, par exemple, pour être magistrat, procureur, avocate, par exemple, mais pourquoi ça n'aboutit pas toujours? Vous avez plus des gens qui ont fait, mais qui n'ont pas eu le résultat qu'ils attendaient au préalable. Peut-être qu'ils n'ont pas réussi au concours. Mais sinon, pour rentrer dans la magistrature, il faut avoir un concours au préalable. Est-ce que ces personnes-là ont fini d'abord leur parcours en fac de droit? Après, quand ils ont fait le concours, est-ce qu'ils ont réussi à leur concours? Mais sinon, en ce moment, quand vous venez au tribunal, il y a plein de femmes, hein, juges, procureurs aujourd'hui. Nous sommes très nombreuses. Je pense que dans l'avenir, nous serons plus nombreux que les hommes dans notre profession. Comme en France aujourd'hui, il y a plus de femmes magistrats que d'hommes. Donc ça vient. Maintenant, après, il y en a qui vous disent que je suis en chômage. Est-ce qu'il avait fini son parcours? Parce qu'avant de présenter le concours, on a des conditions à remplir. Il y a des diplômes qu'on demande. Est-ce que vraiment ils réunissent ces critères-là? On ne sait pas. Voilà. Alors, est-ce que c'est le seul aspect, M. Billot, que voilà, il y a la détermination, madame a su bien le dire, hein, vouloir ses pouvoirs. Voilà. Est-ce que c'est le seul aspect selon vous? Il y a un autre aspect que généralement beaucoup de personnes ne voient pas. Quand vous prenez le cadre de la cellule familiale, donc une famille composée de monsieur, madame et les enfants, la personne qui doit passer plus de temps avec les enfants, c'est madame. Donc il y a certaines professions où si la femme y accède, elle sera tout le temps absente dans son foyer. Et ça sera préjudiciable. C'est vrai, un homme peut souvent être absent, mais si c'est madame qui est souvent absent, même l'éducation des enfants posera problème. Maintenant, ça dépend aussi, c'est quelle profession. Si cette profession vous rapporte beaucoup d'argent, ça veut dire que d'autres personnes peuvent faire ce travail à votre place. Mais si vous prenez le cas des professions où le salaire n'est pas vraiment intéressant, si une femme s'y engage, son rôle de mère, de famille, qui va l'assumer? Personne. Par exemple, nous avons des professions, peut-être que les gens ne souhaitent pas, quand vous êtes veilleur de nuit. Puisqu'on parle de veilleur de nuit. Non, ça nécessite que, un, que vous soyez fort, deux, que vous... Certainement, c'est des gens qui, dans la semaine, ils ne dorment chez eux que 6 fois. Et le 7e jour, il est à la maison. Mais les 6 fois, il est au boulot. Quel est cet homme qui accepterait que chaque nuit que sa femme ne soit pas à la maison? C'est justement là le problème, M. Billet. Tout à l'heure, on a parlé de l'égalité professionnelle, pas l'égalité dans le foyer. Parce que déjà, la casquette de chef de famille vous est donnée par la loi. On dit que l'homme est le chef de la famille. Mais après, il faut des concessions. Madame a aimé le boulot de gardien de nuit. Monsieur travaille de jour. En son temps, ce n'est pas pour autant que les femmes vont être limitées. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un problème de détermination. La femme, moi je pense, peut faire tous les métiers que l'homme exerce, mais à condition d'avoir un partenaire qui l'accompagne. Le partenaire doit l'accompagner. Donc vous les hommes, essayez un peu de changer de mentalité, de nous dire que l'éducation des enfants repose essentiellement sur la femme. Non, l'éducation des enfants repose aux deux, donc à monsieur et madame. Et après, vous aménagez votre calendrier pour que ceux-ci reçoivent une bonne éducation. Mais sinon, il y a des témoignages, monsieur Billot. Il y a des témoignages aujourd'hui où il y a madame qui travaille dans une société pétrolière et finit à 19h, 20h. Je vous assure, avec certains quartiers à l'embouteillage, quand elle arrive chez elle, les enfants, ils dorment. Mais après, ils sortent des bons fruits. Comment on explique ça? C'est un problème de complicité qu'il y a eu entre les conjoints pour un avenir meilleur concernant leur enfant. Justement, donc, c'est pas impossible. Justement, Madame Kanza, c'est là où je disais, il faut regarder quelle profession et qu'est-ce que ça rapporte. Quand elle travaille dans une société pétrolière pour finir tous les jours à 19h, c'est qu'elle rapporte, elle rentre avec un bon pactole qui lui permet d'engager les dames de ménage qui vont faire ce travail à sa place. Mais si ça ne rapporte qu'une petite centaine de mille, ça ne marchera pas. À ce moment-là, le bon pactole, comme vous dites, les centaines de mille, sinon, même si c'est des millions, est-ce qu'en ce moment-là, ça vient équilibrer le manque qu'il y aura dans votre maison? En partie, parce que le monsieur aussi, lui, il rentre le soir. On n'oublie pas le cadre selon lequel, dans la famille, l'homme, c'est le chef. Je ne dis pas que les hommes ne peuvent pas cuisiner, mais ils ne vont pas le faire tous les jours. On se dit la cuisine, c'est avant tout le domaine de
madame. Comme on dit, la place de la femme Voilà, dans la cuisine. voilà. La Non, cuisine, je suis pas d'accord. c'est avant tout Pas le du domaine tout. de madame. Moi, je me Je suis gênerais. pas d'accord avec Moi, en tant que bio, je me gênerais que tous les jours, que ce soit moi qui fasse la cuisine chez moi. Ou que ce soit moi qui lave les enfants. On n'oublie pas que nous sommes avant tout des Africains. Donc des Bantous avec notre culture. Il y a la culture congolaise à laquelle on ne doit pas trop s'écarter. Donc, travailler, c'est bien. Mais les dames devraient regarder quel métier faire et qui ne l'empêche pas d'assumer ses responsabilités. Maintenant, quant à l'éducation des enfants, certes, c'est les deux, forcément. Mais on va voir, parce que qui allait l'enfant? On va dire, il y a le biberon. Ça, c'est ce que le blanc nous a apporté, le biberon. Mais entre-temps, c'est d'abord la maman. Si on prend l'allaitement naturel, c'est la maman. Donc, la personne qui a avant tout la charge de l'instruction des enfants, c'est madame. Et monsieur, il vient appuyer. Mais si les deux sont souvent sortis, vous allez confier cette éducation à qui? Vous allez prendre une dame de ménage. Vous connaissez son témoignage? Aujourd'hui, nous avons le phénomène des bébés noirs dans la ville. Vous allez vous rendre compte, il y a des mamans, ce qu'on appelle communément les miyalangoto. Elles sortent de chez elles à 5 h du matin, tous les jours, pour rentrer vers 19 h. Toute la journée, l'enfant est où? Dans la rue. Et ne peut même pas savoir si l'enfant est à l'école. La conséquence, c'est quoi? L'enfant est récupéré par la rue, c'est la rue qui éduque, il devient fumeur, chanvreur, en un mot, bébé noir. Parce qu'aucun des parents ne joue ce rôle. Voilà. Merci, M. Bio, comme vous avez dit, aucun des parents. Ça veut dire que la responsabilité Elle est partagée. revient aux deux. Il n'y a pas que la dame parce qu'il sort le matin et le soir, mais il y a aussi l'époux. Et puis, madame, moi, je voudrais revenir quand vous voyez même. Que nous avons des situations, je finis par là, où, en général, monsieur et madame, la personne qui travaille, c'est monsieur, qui va tout chercher et ramène à la maison, et madame est à la maison, s'occuper des enfants. Au Congo, je pourrais dire 70% des foyers vivent comme ça. C'est monsieur qui sort, tout chercher, et la femme attend à la maison. Voilà pourquoi je dis, l'éducation c'est avant tout madame. Maintenant, si les deux peuvent chercher pour ramener un peu plus à la maison, tant mieux. Moi, je voudrais rebondir sur votre intervention de tout à l'heure, quand vous avez dit non, mais madame, pour aller... Donc, vous, pour que la femme soit sacrifiée, c'est-à-dire qu'elle aille dans un métier où elle finit tard, il faut qu'elle ait un gros salaire. Mais qu'est-ce que vous faites en ce moment de l'épanouissement? Parce que le métier, quand on sort le matin pour aller exercer notre métier, ce n'est pas toujours l'argent. Ça contribue à l'épanouissement d'une femme. Donc la femme qui sort est mieux épanouie que celle qui reste à la maison. Et l'exemple de prendre qu'aujourd'hui au Congo, il y a près de 70 femmes qui sont à la maison à la charge de leur époux, ce n'est pas un exemple type. Ça ne serait pas comme ça. Il est question aujourd'hui, à bientôt là, le 8 mars, que la femme se réveille. On a dit la journée internationale des droits de la femme, on doit réfléchir, est-ce que j'ai le droit d'aller travailler? Le Congo, c'est un pays qui a des bonnes lois. C'est peut-être l'application de ces lois-là qui pose problème. Sinon, la femme a le droit d'aller travailler. Donc, celle-ci doit se lever pour aller travailler, pour subvenir aux besoins de son époux. Mais non, les foyers où l'homme choisit de tout faire, c'est le code qui le dit. Il assure principalement la charge de la famille. Maintenant, au cas où tous les deux travaillent, donc monsieur et madame travaillent, la loi dit qu'ils contribuent à contribution des facultés respectives, donc par rapport au salaire. Donc si c'est la femme qui gagne plus, c'est la femme qui va plus contribuer dans le foyer que l'homme. Et si c'est l'homme, ainsi de suite. C'est facile à dire, madame, mais dans nos foyers... Alors, je vais revenir sur cet aspect pour dire, monsieur Bio, en tant qu'homme, père de famille, vous êtes chef de famille, il faut le dire, est-ce que vous accepterez que votre femme, même si elle gagnait plus que vous, soit contribue effectivement, on va dire, à 70% dans tout ce qu'il y a. Il est clair, besoin madame Bati, au Congo, c'est plus facile de comprendre. Lorsque monsieur travaille, madame ne travaille pas, il n'y a pas de problème. On inverse. Madame travaille, monsieur ne travaille pas, les parents de votre époux ne te respecteront pas. Un homme peut acheter une voiture à sa femme, on ne crie pas au scandale. L'inverse, c'est madame qui travaille, qui achète une voiture à son mari, ça sera un scandale. Et on connaît comment se comportent les femmes. Si elles gagnent un peu plus, si elle a même le double ou le triple du salaire du mari, le mari devient presque une chose. Presque une chose. Peu sont celles qui... Est-ce qu'à ce moment-là, on parlerait donc de l'épanouissement de la femme? Puisque cet épanouissement, est-ce que c'est ça qui va pousser cette femme à agir Non, ça c'est un problème d'éducation après.
Après, c'est un problème d'éducation. S'il y a des femmes qui, quand elles travaillent plus, elles gagnent plus que son mari, ça veut dire qu'elles contribuent plus dans le foyer et après qui nous respectent, puis qui oublient que malgré qu'elle gagne plus, le chef reste l'homme. Le code est clair. Le code a dit que le chef de la famille, c'est l'homme. Donc, malgré que vous avez la grâce, la chance de mieux gagner que votre époux, celui-ci reste le chef de la famille. Donc, ça ne vous donne pas le droit de manquer de respect, c'est ce que vous le dites. Mais après, ça dépend de comment vous organisez votre famille. Tout ça, là, c'est au cas par cas. Comment la belle famille saurait-il que la voiture que M. Bio conduit, par exemple, c'est la femme qui a acheté. Donc, c'est la manière dont vous habitez, la manière dont vous organisez dans votre foyer, comment ça se passe. Sinon, moi, je pense que c'est des choses que les gens ne sont pas censés savoir. Oui, mais il y en a qui sautent aux yeux. Madame est à Total, monsieur est enseignant au public. Ça saute aux yeux, tout le monde saura. Elle contribue plus. Et voilà, elle contribue plus. Que monsieur, même s'il est à la fonction publique et que son salaire est moindre, qu'il fasse ses économies. Hein. On ne sait jamais. Je prends quand même l'aspect que Mme Konza vient de souligner, que ça va dépendre donc de comment vous traitez, comment vous gérez vos informations. Mais à côté de ça, Mme Konza, j'aimerais revenir sur un point parce que là encore, il y a un grand problème. L'épanouissement. Vous entendez dans des foyers, madame dire, il faut que je sois une femme épanouie. Tu ne contribues pas à mon épanouissement. C'est quoi l'épanouissement? Comment définir l'épanouissement de la femme? L'épanouissement, c'est au cas par cas, moi je pense. Une femme épanouie, c'est cette femme qui est comment et qui est qui exactement? Moi, à mon humble avis, une femme épanouie, c'est une femme qui travaille, hein, qui a un revenu, qui contribue de façon efficace dans son foyer, même si elle contribue plus que son époux. C'est une femme épanouie. Parce qu'après, l'épanouissement ne veut pas dire, comme a dit M. Bio, manquer du respect à son époux, pas du tout. Donc, même si, je reviens encore sur l'exemple de M. Bio, ça me tente, même si c'est à vue d'œil, on se rend compte que madame est socialement mieux installée que l'homme. Moi, je pense que ça ne fait rien parce que l'achat de la voiture, c'est une contribution des charges de foyer, non? Ça va faciliter M. Bio, puisque madame contribue plus, peut-être qu'elle est plus occupée, ça facilitera M. Bio d'être un peu plus efficace pour la prise des enfants à l'école, pour l'organisation du foyer. Donc, moi, je pense que ça ne poserait pas de problème. Il faut qu'on essaie de changer nos mentalités pour que les choses s'avancent. M. Bio, l'épanouissement de la femme, qu'est-ce que cela veut dire? Oui, en fait, de mon point de vue, la femme congolaise de 1900, de 2022, ne doit pas ressembler à celle de 1960, qui était souvent peu instruite. Donc ça doit être une femme qui est allée à l'école, a décroché quelques diplômes et qui n'attend pas tout du mari, qui se lève elle aussi le matin, chercher quelque chose pour apporter un peu de l'eau au moulin. Elle doit contribuer dans l'éducation des enfants, même payer l'écolage des enfants et même, pourquoi pas, parce que tout le monde ne commence pas avec une parcelle. Vous pouvez commencer comme locataire, madame peut aussi contribuer pour l'achat d'une parcelle jusqu'à ce qu'on puisse bâtir une maison pour que la famille soit en sécurité. C'est celle que j'appelle femme épanouie, celle qui est respectueuse, celle qui contribue, pas celle qui attend tout, ou pas celle qui raconte tout dehors. Parce que les femmes, on les connaît en général. Quand elle est un peu plus, c'est inviter tout le monde à la maison. Moi, j'ai ceci, j'ai acheté ça, j'ai donné ça à mon mari, faire son petit numéro. Une femme épanouie, c'est une femme respectueuse, j'allais dire vertueuse. Alors, on va parler aussi du traitement qu'inflige l'homme à sa femme. Parce que si vous êtes bien traité, si vous traitez bien votre épouse, on va dire que cette femme, elle est épanouie. Parce que vous pouvez avoir beaucoup d'argent, beaucoup de biens matériels, mais psychologiquement, vous n'allez pas bien. En fait. Parce que vous avez un partenaire qui ne vous comprend pas, qui ne vous accompagne pas. Et donc, on ne peut pas parler d'épanouissement dans ce cas-là, Madame Konza. Oui, je suis d'accord quand on a un partenaire qui nous font subir des violences. Voilà. Il y a plusieurs formes de violence. Il y a des violences physiques. Aujourd'hui, on a des partenaires qui sont, comme vous avez dit, financièrement bien installés, mais après qui donnent des coups à leur épouse. Celles-ci ne sont pas épanouies. Il y a aussi le les violences... Le viol conjugal même. Voilà, le viol conjugal. Ils vous violent sans votre consentement. Le soir, il se permet de faire certaines choses sans votre consentement. En ce moment-là, vous n'êtes pas épanoui. Ouais, vous subissez des violences verbales. Madame Konza, c'est lorsque c'est dans le sens où l'homme a désiré sa femme, elle a refusé, l'homme a usé de ses forces. Mais quand c'est le contraire, quand c'est vous qui voulez et que l'homme se dit non, je suis fatigué, c'est tout un problème. Excusez-moi. Non, mais j'étais en train de dire justement, je suis d'accord avec vous, généralement les gens voient le viol dans un seul sens. L'homme a voulu de sa femme, la femme a dit non. Et il a usé de sa force pour arriver à ses fins, on parle de viol.
Mais le cas contraire, quand c'est la femme qui veut et l'homme se dit je suis très fatigué, j'ai trop travaillé, ça on n'en parle pas et quelquefois ça donne lieu à des crises. Bon, après, je ne sais pas, mais sinon, juridiquement parlant, le viol ne concerne pas seulement les femmes. Ça concerne aussi les hommes. L'absence de consentement. Quand l'homme, même ton époux, vous n'avez pas donné votre consentement, en ce moment-là, on parle de viol. Donc, vice-versa, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, on peut parler de viol, même des hommes. Maintenant, la petite difficulté, c'est que les hommes, ils ne dénoncent pas. C'est comme des coups et blessures volontaires. Ouais. Il y a des femmes qui battent leur mari. Ils ne viennent pas dénoncer au tribunal. Par pure fierté, par honte, par orgueil. Mais sinon, il y a des hommes qui sont battus. Il y a des hommes violés, effectivement. Ouais. Donc, ça, pour la femme et pour l'homme... Quand il y a des hommes violés, est-ce que le traitement, disons, la sanction est la même que quand c'est une femme qui est violée? Mais le code, la sanction est la même. La difficulté, c'est qu'on a un problème de preuve de viol dans le foyer. Vous voyez la difficulté? Le viol, aujourd'hui, il peut se faire envers un mineur, envers une personne dans la rue. Généralement, on a des certificats médicaux des gynécologues qui nous accompagnent, qui prouvent que la personne a subi un sévice. Mais dans le cas de viol dans le foyer ou dans le couple, dans le mariage, il y a un problème de preuve. Il faut prouver, parce qu'on dit en droit que celui qui dépose, c'est à lui de prouver. Donc vous dites que votre époux vous a violé, d'accord, prouvez-nous que vous n'aviez pas donné votre consentement. Et c'est laissé à la liberté des juges de voir quelles sanctions donner. Mais selon les textes, les sanctions sont déjà prévues. En droit pénal, on n'invente rien. Les infractions sont définies par le code, les sanctions également définies par le code. On n'invente rien. Est-ce que, M. Bio, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette question? Vous êtes un homme, certainement que vous avez déjà entendu parler des hommes qui usent de force oui. Pour être ensemble, intimement parlant, avec leur femme. Est-ce que le son est le même que lorsque c'est un homme qui vous dit que voilà, ma femme use de force? Vous savez, on n'est pas tous pareils. Il y a des hommes où il peut avoir une érection face à un refus de son épouse, il se calme. Hein? Mais il y en a d'autres, tant qu'il n'est pas arrivé au bout du bout là, il n'est pas apaisé. Et il y en a qui en souffrent énormément. Vous pouvez demander conseil aux médecins, ils vous diront. Quand il est en érection, il doit. C'est ce qui conduit certains à violer. Parce qu'il est tellement tendu qu'il ne peut pas faire autre chose. Et chez les femmes, c'est le contraire. Quand une femme a de ses envies qui ne sont pas satisfaites, elle devient très nerveuse. Même quand le matin, l'enfant s'approche d'elle pour le pain ou quoi. Non, c'est des claques qui passent par là. Parce que peut-être, voilà, papa n'a pas été à la hauteur. Donc c'est une question délicate. Maintenant, ce que j'aimerais dire, c'est quoi? Quand on est marié, c'est surtout pour ça. C'est ça la différence entre vous et les autres. On a des sœurs avec qui on peut tout faire. Manger chez la sœur, donner de l'argent, s'acheter des parcelles et tout le reste. Sauf cette histoire. La principale chose qui vous distingue des autres personnes, c'est l'acte sexuel. Donc normalement, quand on est marié, on ne devrait pas se refuser. Sauf si vraiment il y a quelque chose, ce qui empêche l'autre, que si je ne le fais pas, je vais mourir. Mais aujourd'hui, Madame Konza, est-ce qu'on peut dire que les Congolais, sinon les femmes congolaises aujourd'hui, connaissent leurs droits? Parce que quand elles subissent ce genre de traitement, qu'est-ce qu'elles font? Elles se taisent. Les femmes congolaises ne connaissent pas leurs droits, Madame Bachi. Elles ne connaissent pas leurs droits parce qu'elles ne s'instruisent pas. Aujourd'hui, on a une association qui essaie de faire l'effort sur la sensibilisation. L'association Groupe de réflexion contre les violences basées sur le genre. Nous essayons, nous allons dans les écoles. Je suis aussi membre, je profite de l'occasion de le dire. Nous allons dans les écoles, dans les églises, mais combien viennent écouter? Ils ne viennent pas, ils sont occupés. Non, ils veulent juste aller vers les réunions politiques, là où au moins après on donne un petit 1000 francs, un petit 2000. Comme les associations ne donnent rien, les gens ne sont pas intéressés. Et c'est là que le bas blesse. Étant donné que la femme congolaise ne connaît pas ses droits, elle est marginalisée. Elle ne se rend pas compte qu'elle a vraiment beaucoup de droits en sa faveur. Mais comme elle ignore, elle est marginalisée. Elle est surprise de voir, par exemple, pour le cas, je vais arriver un peu là, du veuvage, elle est surprise de voir que la femme lettrée, veuve, est mieux traitée qu'elle.
la femme moins lettrée, alors que le code n'a jamais dit que la femme lettrée doit être traitée comme ça. Le code parle de femme. Mais comme elle ne connaît pas son droit, elle se laisse marginaliser. Mais la femme lettrée qui est avertie, Madame Bati, je parle sous votre contrôle, vous remarquerez que quand elle est en veuvage, le traitement est différent. Parce qu'elle essaie de recadrer les choses, même quand la belle famille essaie de monter, elle essaie de recadrer les choses parce qu'elle connaît ses droits. Et les gens, voilà. Et quand ça va à un niveau très très avancé, elle va vers les juridictions pour dénoncer les actes de violence qu'elle aurait subis. Mais la femme... là aussi, je pense que l'État ne nous accompagne pas en ce qui concerne le veuvage. Je suis ici d'une région où ces choses sont tellement strictes, où on peut demander 6 mois, 1 année à une dame, elle ne peut pas mettre les chaussures ou les sandales. Ça, c'est pas normal. Ou si elle doit mettre un vêtement, ça doit à peine dépasser les genoux. Ou elle ne doit pas se laver. Ou avant qu'on enterre le défunt, la dame ne peut pas se laver. Mais ça passe sous silence. Mais parce que les gens Personne ne connaissent pas, parle. M. Billot. Les gens ne connaissent pas. Les gens ne connaissent pas. Moi, oui, peut-être parce que les gens ne viennent pas dénoncer. Vers les juridictions. Mais oui, le code est clair. Le code dit que le rite de veuvage se fait de façon facultative. Donc, c'est à la veuve de choisir si elle va respecter le rite ou pas. Ça, c'est le code de la famille. Les gens ne savent pas, Madame Bati. Nous organisons beaucoup de conférences, débats avec le groupe de réflexion. Il y a des femmes lettrées même qui ne savent pas que le rite de veuvage est facultatif. Donc, étant donné que le rite de veuvage est facultatif, vous pouvez dire non, moi je ne vais pas respecter ce rite-là. Si le rite vous cause préjudice, par exemple, comme vous dites, marcher pieds nus, après c'est beaucoup de maladies, beaucoup de microbes. Je pense vous restez courbé pendant longtemps, vous avez mal. Ce qu'on ferait, le code de la famille congolaise date de 1984. Voilà, je pense qu'il faut le réviser. Il y a beaucoup de dispositions qui aujourd'hui ne correspondent plus à la réalité. On devait dire les choses clairement. Par exemple, le Congo n'est pas si grand. En cas de veuvage, voici ce qu'il faut faire. Ce qui est autorisé, ce qui est interdit. Or ici, selon que vous êtes chez les Lari, on va dire, chez nous les Lari, chez nous les Bayaka, chez nous les Bembe, c'est comme ça. Et même quand il y a mauvais traitement, hein, Madame Mokonza, que doit faire la veuve? On va dire, bon, celle qui connaît ses droits, elle se rapproche des juridictions pour faire état de son problème et tout. Mais après, quel est l'accompagnement, M. Billot l'a dit? Mais nous avons une association aujourd'hui qui accompagne. Le groupe de réflexion accompagne les veuves qui se sentent marginalisées. Encore, c'est à elles de faire le choix. Elles peuvent déposer plainte. Pendant qu'elle est veuve, c'est un peu difficile parce que si elle est maltraitée, elle ne pourra pas. Physiquement, elle n'a pas l'autonomie de se mouvoir. Mais quand le veuvage est passé, les délits c'est 3 ans, elle peut venir vers les juridictions dénoncer cela. Que pendant que j'étais veuve, j'ai été victime, il y a des certificats médicaux qui accompagnent, des certificats médicaux qui accompagnent après. Est-ce que l'association va accompagner toutes les femmes du Congo? L'association, c'est un exemple. Il y a des hommes aussi qui ont subi. Alors, c'est un exemple, vous l'avez dit, mais on va décrier ici le problème d'accompagnement. Parce qu'il ne suffit pas de dénoncer le problème, mais de recevoir aussi un accompagnement. L'accompagnement, c'est quoi? Parce que quand vous déposez une plainte chez nous, vous avez besoin de la suite. Nous donnons suite favorable à votre plainte. L'accompagnement, c'est quoi exactement? Un avocat peut-être? Déjà, au niveau du tribunal de grande instance, en matière correctionnelle, la présence d'un avocat n'est pas obligatoire. Donc déjà, on dira que même pour la femme démunie, elle peut venir déposer plainte, elle n'a pas besoin d'un avocat, elle-même peut se défendre. Nous recevons toutes les langues. Le Mulukutuba, le Lingala, le français, les langues nationales, nous les recevons sans problème au tribunal. Vous venez vous exprimer et nous donnons suite à votre plainte. Maintenant, de quel accompagnement vous parlez? Avocat, on n'en a pas besoin. Venir au tribunal, c'est ouvert à tout le monde. Tout citoyen congolais peut saisir les juridictions. Je pense que l'accompagnement y est, mais c'est la méconnaissance des textes. Ce que M. Billot dit, c'est vrai, il faut changer les textes. Déjà, je vous rappelle que ce n'est pas moi qui change les textes, c'est les députés. Ils doivent faire leur travail. Moi, j'applique. À eux de se battre là-bas s'ils veulent changer le code de la famille. Eux, qu'ils se battent pour changer et moi, j'applique. Mais seulement, le problème, c'est que le code parle déjà du veuvage. Ce qui nous manque, aujourd'hui, les ethnies parlent, non, dans telle ethnie, il faut faire ceci, dans telle autre ethnie, il faut faire ceci. Ils méconnaissent les lois. Mais il faut vulgariser les lois. Mais justement, nous vulgarisons. Il faut les vulgariser. Il y a plusieurs associations qui vulgarisent, mais les gens ne sont pas intéressés. Le code de la famille, par exemple, c'est vendu à tout coin de rue, hein, à Pointe-Noire. Combien achète? Je pense que ça coûte 100 francs, 500. Autour de ces montants-là, ça ne coûte pas cher. Mais combien achète le code de la famille pour le lire et le comprendre? Il y en a qui l'ont acheté, qui l'ont lu, qui ont été victimes, qui ont porté plainte,
mais qui n'ont pas obtenu gain de cause. Et du coup, madame, on est au Congo, on en sait. Non, pas du tout. Je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur. Et lorsque on constate que madame X a été lésée, a porté plainte, n'a pas obtenu gain de cause, alors encore que pour que la procédure arrive jusqu'à son terme, il faut dépenser beaucoup d'argent, ce qui fait déjà défaut. Et donc, ça n'encourage pas les autres. Ça n'encourage pas les autres dames à aller revendiquer leurs droits. Moi, je pense que l'État devait faire un peu plus. Nous sommes ici en train de tourner l'émission. On sait ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Et si j'ose m'écarter de ce que dit la loi, la police vient m'arrêter, même s'il n'y a pas une plainte. Mais de ce côté, l'État ne met pas des structures pour veiller à ce que les dispositions du code de la famille soient appliquées à la lettre. Et lorsque quelqu'un, parce qu'il y a ce que, si mes souvenirs sont bien, ce qu'on appelle par le ministère public, qui normalement se range du côté de la victime, à ce que je sache, sauf si je me trompe. Mais voilà, lorsqu'il y a infraction, même si la personne ne s'est pas présentée, mais le but, le ministère des Affaires sociales et la justice peuvent aider les gens à ce que les textes soient d'abord vulgarisés et que les coupables soient sévèrement punis. On voit beaucoup de veuves qui sont chassées du domicile. Pourtant, ils sont mariés légalement. Mais 2 jours après, parfois 1 semaine après l'enterrement, dégagés. Alors, madame, comme ça, j'aimerais revenir sur votre association, le groupe de réflexion sur les violences basées sur le genre. C'est bien cela? Oui, contre les violences basées sur le genre. Voilà, contre les violences basées sur le genre. Vous voyez, il y a un problème de sensibilisation. Est-ce qu'une fois votre association, votre groupe s'est déjà déporté, on va dire, par exemple vers les marchés de Magno, là où il y a beaucoup d'affluence, il y a beaucoup de femmes, effectivement, qui sont dans la couche, qui sont beaucoup plus touchées par ce problème, qui n'ont pas peut-être des moyens pour faire recours et tout, pour dire que voilà, nous sommes une association, nous faisons ceci, nous faisons... Il y a un problème d'information, il y a un problème de sensibilisation. Pourtant, nous, médias, nous sommes là, on vous a déjà accompagné, je pense qu'on a déjà travaillé avec vous, donc ce sera encore un honneur pour nous de continuer à travailler avec vous dans ce sens, mais il faut bien que les gens aient l'information. Moi, je pense que l'information, nous sommes en train de nous battre. Nous allons dans les écoles aujourd'hui. Nous commençons par la pépinière parce que les élèves sont l'avenir de demain. Donc, nous les sensibilisons déjà sur leurs droits pour éviter que ceux-ci tombent dans les dérapages, donc qui ne respectent pas la loi à l'avenir, préventive. Nous allons dans les églises. Peut-être dans les marchés, on n'est pas encore parti, mais nous allons dans les églises. Nous avons déjà été à l'église Saint-Pierre. Après le culte de 6 heures, nous sommes restés avec les mamans pour parler. Nous sommes déjà allés dans la communauté de Luango pour parler avec les mamans du côté des mamans de Luango pour leur expliquer leurs droits. Donc moi je pense que nous sommes en train d'évoluer au fur et à mesure. On ira dans le marché, mais je vous avoue que les gens ne sont pas très intéressés. Mais nous continuerons. Ce n'est pas pour autant qu'on va s'affaiblir. On va continuer à le faire. Maintenant je voudrais rebondir sur ce que M. Billot a dit, qu'on sait, au Congo on sait que beaucoup de manigances peuvent se passer. Moi, je ne suis pas d'accord, M. Billot, parce qu'il faut d'abord qu'on se pose la question, pour les personnes qui viennent dénoncer au tribunal, pourquoi ils manquent le procès? Pourquoi ils sont pas, on ne rend pas une décision en leur faveur? Les justiciables, ce n'est pas leur affaire, hein, j'en veux de dire le Congolais. Quand il vient au tribunal, il veut à tout prix gagner. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, le viol dans le ménage ou dans le mariage. C'est la question de preuve. Vous n'allez pas venir comme ça dire non, mais mon mari m'a violé, mais après il faut prouver. Si vous n'êtes pas capable de prouver, le juge, il fera quoi? Il va rejeter. Justement, c'est ça le problème. C'est la question de preuve qui pose problème. Je vous l'ai dit que c'est une question très délicate. C'est difficile pour moi de vous répondre parce que c'est très délicat. Mais sinon, il faut... Donc les gens, ils lisent pas bien ou ils comprennent même pas les décisions du tribunal. Ils pensent que comme la voisine est partie pour violence, elle n'a pas gagné, donc moi je n'irai pas. Non, pas du tout. Il faut d'abord chercher à savoir pourquoi on n'a pas gagné et ne pas s'arrêter au tribunal seulement. Vous n'avez pas gagné, d'accord, faites appel. Les gens ne savent pas que quand vous n'aviez pas gagné dans une décision, vous pouvez aller vers la juridiction suprême qui est la cour d'appel, faire appel. Et si là-bas encore vous êtes débuté, vous allez jusqu'à Brazzaville à la cour suprême pour qu'enfin que vous sachiez que j'ai vraiment épuisé toutes les voies de recours, j'ai pas obtenu gain de cause, donc il y a un problème. Mais sinon, nous faisons notre travail. Les gens, ils ne viennent pas. Sinon, vous venez pour violence. Aujourd'hui, nous sommes très sensibles aux questions de violence quand vous venez pour violence. Mais non, si c'est prouvé, si le dossier il est bon, mais vous allez obtenir gain de cause. Et ce n'est pas pour autant que parce que la voisine n'a pas obtenu gain de cause que vous n'irez pas. Sinon, après, on n'aura plus de dossier au tribunal. Nous sommes là pour ces cas-là. Donc, que les gens viennent dénoncer au tribunal les cas de violence et ils obtiendront gain de cause. Le groupe de réflexion, vous l'avez dit, communique, sensibilise, accompagne aussi.
Nous avons des avocats dans le groupe de réflexion qui sont là, qui peuvent aider. Pour ceux qui ne peuvent pas s'exprimer ou pour ceux qui veulent le suivi de leur dossier en matière pénale, la présence est obligatoire. Donc ils doivent être là, mais nous pouvons leur confier un avocat qui, lui, va jouer ce rôle-là pour essayer de suivre le dossier et non pas seulement, mais d'accompagner la victime si elle a la trouille de venir saisir les juridictions. Alors nous avons essayé de faire le tour de certains problèmes qui minent notre société aujourd'hui. Et M. Biot, donc en guise de conclusion, quel est donc le conseil par rapport déjà à la célébration du 8 mars 2022? Quel est votre conseil aux femmes qui vont devoir fêter, qui vont devoir célébrer, on va dire, célébrer leurs droits, fêter les droits? On va le conseil, c'est le suivant. Pour défendre les droits, il faut d'abord les connaître. Pour les connaître, il faut consulter. Comme a dit Mme Kanza, il y a des associations qui sont là pour montrer à ces dames-là quels sont leurs droits. Mais la première personne pour défendre ses droits, c'est la femme elle-même. Elle est prête à accepter n'importe quel salaire. Ce qu'on peut, là où par exemple l'homme, on lui proposait 100 000, la femme, si on lui dit 50, ok, c'est suffisant, j'irai faire mes ressources avec. On sait que c'est le monsieur qui fait tout le reste. Je pense que la femme devrait se valoriser. Se valoriser parce qu'elle doit aller à l'école, elle doit s'instruire, elle doit apprendre les métiers, elle doit aussi avoir un comportement irréprochable, digne, pour qu'elle soit appelée femme de valeur. Pas ce que nous voyons aujourd'hui, parce que ces droits-là, si nous les hommes, nous marchons sur vous, c'est parce que vous nous donnez cette possibilité de marcher sur vous. Il y en a qui, pour 500, pour 2000, parce qu'elles ne veulent pas travailler, elles préfèrent prendre les voies les plus courtes, juste pour avoir 2000, 5000. Dans la ville de Pointe-Noire, il y a beaucoup d'endroits où les femmes se dévalorisent. Par leur habillement, par leur comportement. Ce n'est pas ça, la femme congolaise. Pour avancer, pour un avenir durable, il faudrait que le changement se fasse d'abord dans la tête, dans la mentalité. Si on a un comportement digne, si on a quelque chose dans le crâne, on va dans les associations et c'est ainsi que les droits seront défendus et toutes les femmes auront un avenir durable. Madame Gonza, votre conseil pour cette célébration du 8 mars? Le conseil que je veux donner aux femmes, c'est que le 8 mars ne se résume pas au pan. Déjà, on levait cette idée de la tête de ce que le 8 mars, il faut que vous mettiez le pan du 8 mars. Pas du tout. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Donc réfléchissons, mesdames, quels sont les droits que nous n'avons pas. J'ai expliqué ici que les droits fondamentaux, c'est tous les droits. Déjà que nous avons un code très garni, moi je suis contente parce que nous avons le droit de vote, nous avons le droit d'aller à l'école. Dans d'autres pays, les filles ne vont pas à l'école, nous allons à l'école. Nous avons le droit de vaquer à nos occupations, d'aller et de venir, parce qu'il y en a qui voyagent et qui reviennent. Donc ça veut dire que les droits, nous les avons. Maintenant, il faut qu'on se pose la question là où ça fait mal, là où le bébé blesse, comme a dit Madame la journaliste tout à l'heure. Là où il n'y a pas de, là où la femme est marginalisée. Il faut qu'on fasse des réunions, donc le 8 mars, pour réfléchir sur pourquoi la femme est marginalisée et comment y remédier. C'est ça le 8 mars, c'est une journée de réflexion. Ce n'est pas une fête, mais c'est une journée de réflexion. Donc on ne s'arrête pas au pagne, comme a dit M. Biot tout à l'heure, à abandonner nos foyers pour aller, aller dans des comportements déviants, pas d'ivresse, mais plutôt voilà, journée de réflexion. Madame Konza, merci d'avoir répondu présente à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Madame la journaliste. Monsieur Biot, merci. Merci beaucoup. Complètement bouclée cette émission qui a porté sur le thème international qu'a choisi l'ONU pour la célébration de la Journée internationale des droits de la femme pour cette année 2022 qui est, je rappelle, l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Je vous dis merci d'avoir suivi cette émission et je vous retrouve très prochainement sur Lux Forum avec un nouveau numéro. On n'oublie pas de saluer ce beau cadre qui nous est offert par le restaurant L'Orient.